dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, thème qui va nous permettre de sortir des marchés liquides cotés pour nous plonger dans le monde du capital investissement. Et la question étant de savoir quelles seront les clés du succès cette année 2024 pour le private equity. Et c'est Jean Raby qui est à mes côtés pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Jean Raby, bonsoir. Bonsoir, Greg. Vous êtes partenaire en charge du développement d'Astorg, qui est une société de private equity, de capital investissement, qui a plus d'une vingtaine, 25 ans même peut-être d'existence aujourd'hui. Vous avez une connaissance profonde de l'industrie financière. Je le dis rapidement, Jean, vous avez été associé chez Goldman Sachs pendant plus de 15 ans, je crois. Vous avez dirigé le bureau français, notamment pendant plusieurs années chez Goldman. Vous avez été évidemment connu en tant que directeur général de Natixis IM avant d'embrasser l'aventure Astorg depuis quelques temps maintenant. Jean, ma question est qu'est-ce qui va faire le succès du private equity en 2024 et qu'est-ce qui, dans cet univers, caractérise bien sûr Astorg par rapport à l'industrie? Écoutez, je pense que l'industrie du private equity, les facteurs de succès qui l'ont porté au cours des 25 dernières années seront ceux qui continueront à porter succès en 2024. C'est-à-dire une vision à long terme, une capacité d'investir des capitaux conséquents pour accompagner les entreprises dans leur développement et sans la tyrannie du trimestre, sans la tyrannie des marchés publics cotés. Et je parle par expérience, parce que j'étais moi-même directeur financier d'un grand groupe coté. D'un groupe coté dans les télécoms, je le cite. Oui. Donc, et à l'intérieur de cela, Astorg souhaite évidemment continuer à poursuivre son développement en se fondant sur ses propres facteurs de succès qui ont été une stratégie d'investissement très spécifique, qu'on exécute de manière très disciplinée. Et là, je pense que ça, c'est important. Ça, c'est un vrai facteur de succès. On investit d'une façon très précise, avec des critères financiers et opérationnels qu'on a définis par notre longue expérience de 25 ans. Et 2024 ne fera pas exception à cette règle. On va continuer à être discipliné dans l'exécution de notre stratégie d'investissement. Ça a été ce qui a porté notre succès pendant 25 ans. On est convaincu que c'est ce qui va continuer à le faire pour les années à venir. C'est plus que jamais un people business, comme on dit, cette industrie du private equity. Ça a toujours été oui, je sais, mais dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on va parler peut-être quand même du choc de taux, le coût du capital, le coût de la liquidité. C'est avant tout, et ça reste avant tout un people business. Oui, le capital, il est fongible. Les individus, la valeur ajoutée qu'on peut apporter, l'accompagnement des entrepreneurs qui est notre vraiment ADN, ça c'est quelque chose qui est fondé sur l'intuition personnelle. Et nos investisseurs nous font confiance de la même façon que les entreprises nous font confiance pour les accompagner. Vous savez, nous, on se considère comme des actionnaires professionnels qui exerçons le contrôle. On ne se considère pas comme des managers et on garde notre rôle, mais on accompagne les sociétés et les équipes de management dans le développement de leur entreprise. On définit avec eux quelques grandes orientations stratégiques à moyen terme et on s'y tient. Et on mesure le progrès. Et c'est ça notre rôle, exercer le contrôle. Et de cette façon-là, on amène les sociétés à faire en 5 ans, ce qu'elle aurait peut-être fait par elle-même, mais plutôt en 10 ou 15 ans. Et donc, on accélère le développement. C'est ce que nous faisons et c'est vraiment notre expertise intuitive personnelle. Si l'ADN n'a pas changé, si la discipline financière et de conduite des investissements, qui est celle d'Astorg, est toujours là, qu'est-ce qui a changé dans l'environnement? Je parle bien sûr des taux, du coût du capital, du coût de la liquidité. Qu'est-ce que ça change quand on a un ADN comme celui d'Astorg? Est-ce que ça veut dire que les choses vont moins vite, que les deals sont plus compliqués à trouver? Vous êtes en phase d'investissement, je crois, pour un de vos nouveaux millésimes en ce moment, Jean. Qu'est-ce que ça a changé de passer d'un coût du capital de 0 ou moins de 0 à 4 ou 5 aujourd'hui? Il est vrai qu'au cours des 40 dernières années, on a vécu un environnement progressif, quand on prend une vision un peu de haut, de déclin continuel des taux d'intérêt. Et donc, de déclin continuel du coût du capital. Pour beaucoup de nos confrères, ça a été vraiment une part importante de leur création de valeur. C'est comme ça. Chez Astorg, compte tenu de notre stratégie d'investissement où on investit dans les sociétés de qualité, avec des profils financiers très intéressants, croissance à 2 chiffres, marge opérationnelle supérieure à 20%, c'est des sociétés qui
dans lesquels on investit principalement en equity, non pas en recourant à la dette. Ce qui veut donc dire que notre capacité à générer de la valeur pour nos investisseurs a été beaucoup moins fondée sur de l'ingénierie financière, beaucoup moins fondée sur la baisse des taux d'intérêt et beaucoup plus sur notre capacité à générer de la croissance en accompagnant ces entreprises. En ce qui nous concerne, cet environnement financier n'a que peu d'impact. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas non plus... Il faut être bien conscient que notre stratégie d'investissement, d'investir dans les sociétés de qualité, eh bien, ça prend une certaine discipline et ce sont toujours des sociétés de qualité. Ces sociétés de qualité dans lesquelles on souhaite investir, elles sont plutôt rares. Donc, il y a toujours de l'intérêt pour ces sociétés-là. Il y a toujours un élément compétitif important, d'autant plus que beaucoup de nos confrères, comme nous, vous le mentionnez, on est en phase d'investissement, eh bien, il y a beaucoup de nos confrères qui ont également des capitaux importants à investir. Donc, la discipline est encore plus importante dans un environnement comme dans lequel nous sommes actuellement. Il y a beaucoup de dry powder, effectivement, comme on dit dans l'industrie aujourd'hui, Jean. Et donc, vous dites, au regard de la qualité que vous recherchez, c'est pas un marché d'opportunités évidentes. Il y a qu'à se baisser pour ramasser. C'est pas le screaming buy partout, là. Non, par contre, c'est pas le screaming buy parce qu'on essaie d'avoir une stratégie d'investissement qui est un peu découplée des cycles économiques. Parce que les entreprises elles-mêmes dans lesquelles on souhaite investir sont des entreprises qui peuvent traverser les cycles. En revanche, pour nos sociétés de portefeuille, qui ont une certaine taille et une performance financière non négligeable, évidemment qu'un environnement plus volatile, avec des différentes contraintes, peut présenter des conditions, des opportunités d'achat, de consolidation, que ce soit pour rentrer dans de nouvelles géographies ou augmenter la ligne de produits, qui est particulièrement favorable à nos sociétés de portefeuille. En 2023, nos sociétés de portefeuille ont réalisé quelques dizaines d'acquisitions à des multiples qu'on pourrait considérer comme attractifs, évidemment qu'on considère toujours nous-mêmes comme raisonnables compte tenu du profil de l'entreprise et qui sont créateurs de valeur puisque ça contribue à transformer les entreprises dans lesquelles nous sommes en plateformes qui deviennent à terme, quand on les cédera, des actifs de premier plan pour les acteurs stratégiques. C'est ça notre stratégie. Je comprends. Mais c'est un moment de build-up, c'est un moment de consolidation intéressant aujourd'hui. Build-up. Et on le démontre par notre portefeuille actuel, on a fait beaucoup d'acquisitions récemment. Concrètement, il y a des grandes thématiques qui vous intéressent plus que d'autres chez Astor? Vous êtes agnostique par rapport aux thématiques? Non, il y a des secteurs privilégiés pour vous? On est tous sauf opportunistes. On a une stratégie d'investissement très définie. On investit dans des entreprises qui servent d'autres entreprises, que ce soit par des produits ou des services, qui sont leaders sur leur marché et qui soit sont ou ont la capacité de devenir globales. C'est ça notre mantra. Et on décline ça dans 4 secteurs. Je vais vous nommer les secteurs, vous allez me dire c'est 3/4 de l'économie. C'est vrai. Santé, technologie, industrie, services. Je vous ai décrit 3/4 de l'économie. En revanche, à l'intérieur de chacun de ces secteurs, on a des segments très privilégiés d'investissement. Par exemple, dans la santé, on a les services aux grands groupes pharmaceutiques. En ce qui concerne la technologie, plus les logiciels pour les institutions financières. Dans l'industrie, tout ce qui est composants ou ingrédients critiques. Donc, on est très... Dans chacun de nos segments, je dirais qu'on couvre entre 10 et 15% de la part de l'univers de segments dans l'économie. Très clair. Se pose également la question des exits, des sorties pour l'industrie. Jean, j'avais été marqué par une interview d'un de vos confrères et concurrents, c'est le patron d'Equity Capital dans le Financial Times en fin d'année dernière. Sur la question des sorties, il fait un constat presque structurel vis-à-vis de la bourse, en disant que le marché boursier est devenu dysfonctionnel et que c'est plus une option de sortie évidente aujourd'hui pour des GP, pour des professionnels, des actionnaires professionnels comme sont ceux du private equity, Jean. Est-ce que c'est un constat que vous dressez et comment vous réfléchissez à la question des exits? Alors, il y a un agenda, il y a des calendriers pour ça, effectivement, mais est-ce qu'il y a une question structurelle qui se pose sur les exits du private equity aujourd'hui? Écoutez, il est vrai qu'il y a énormément de sociétés en portefeuille aujourd'hui et l'industrie du private equity est fondée sur une rotation du capital. Ça, c'est clair, indéniable. En ce qui nous concerne, notre historique a toujours été de privilégier des monétisations, de novation du capital des entreprises dans lesquelles nous avons investi, soit par des cessions
à des acteurs stratégiques, en majorité, ou en minorité, à d'autres acteurs du capital investissement comme nous. Nous n'avons jamais fait de sortie boursière. De sortie boursière. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. Et je comprends ce que... Ça n'a jamais été l'option la plus intéressante Non. dans le cas des sorties menées par Astor. Non, parce que il y a un élément et un élément fondamental qui est, une fois que la société est cotée, votre capacité, vous, en tant qu'actionnaire, de gérer votre monétisation, elle est fonction de facteurs que vous ne maîtrisez absolument pas. Et j'en parle encore là, j'en parle en connaissance de cause. J'ai été directeur financier d'un grand groupe coté. Cela ne veut pas nécessairement dire que la bourse ne peut pas être une sortie intéressante pour certaines de nos sociétés à terme. Moi, je note quand même un constat, et ça, c'est lié aussi à une thématique différente, mais qui est associée, que quand vous regardez le nombre de sociétés cotées aujourd'hui dans le monde, c'est la moitié de ce que c'était il y a 15 ans. Ah ben oui, une attrition de la cote spectaculaire, bien sûr. Ce qui explique aussi pourquoi le régulateur a souhaité encourager les investisseurs privés à se tourner vers les marchés privés, puisque ceux-ci sont devenus, pour toutes sortes de raisons qui mériteraient une émission entière, sont devenus le marché privilégié pour les sociétés qui portent notamment des projets d'innovation. C'est terrible, hein. Moi je parle à des small capers, des gérants de small cap cotés tous les jours ou toutes les semaines. Je vois bien le dialogue impossible entre le monde du private equity et des gérants de small cap boursières. Parce que le private equity me dit, les pépites, aujourd'hui, elles sont plus en bourse, elles sont chez nous. Et pour les gérants small cap, voir l'attrition de la cote, effectivement, tel qu'ils l'observent aujourd'hui, c'est très très dur. C'est très très difficile d'attirer l'attention d'un small cap. Et moi, il n'y a plus de couverture, il y a plus de couverture. On a assisté à vraiment une barbellisation des marchés cotés. Et on le voit dans la performance boursière. Vous avez toutes les grandes sociétés de technologie qui tirent les indices vers le haut. On peut donc se dire que les indices boursiers sont dans des niveaux très élevés. La réalité, c'est qu'à l'intérieur de ces grands agrégats, il y a 80% de la cote. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Je voulais pas trop vous ramener sur le marché boursier. Je voulais dire un mot aussi de... Ça reste quand même une de mes amours. Ah bah non, mais... Je voulais qu'on dise un mot, tiens, c'est pas si loin de la bourse que ça. Ce grand push du private equity vers le retail, le phénomène de retailisation, de démocratisation, d'ouverture de ces stratégies non cotées à l'épargnant particulier. Alors, il y a différentes gammes, j'allais dire, chez l'épargnant particulier. Comment Astorg se positionne par rapport à ça? Est-ce que vos investisseurs historiques, traditionnels, vos LPs traditionnels vous suffisent aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez de l'intérêt pour une nouvelle gamme de clientèle qui apporterait son épargne et sa liquidité à vos stratégies? Écoutez, on n'est pas réfractaire à ce mouvement, bien au contraire. Je pense que le régulateur a aussi évolué beaucoup. Parce qu'il y a quelques années, le régulateur ne souhaitait pas que les investisseurs privés rentrent dans les marchés alternatifs, pour des raisons notamment liées à la liquidité ou la non-liquidité, et donc l'engagement à long terme. Je pense qu'aujourd'hui, le régulateur a évolué pour la raison qu'on évoquait. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un phénomène conjoncturel qui a été la recherche de rendement dans un environnement où est-ce que notamment tout ce qui est stratégie liée au taux évidemment considérablement réduit sa participation, sa part des rendements au cours des 15 dernières années avec la baisse des taux d'intérêt. Ça a changé de façon très radicale en dedans de 12 à 18 mois, mais je pense que ça n'empêche pas que structurellement, ce phénomène va demeurer parce qu'aujourd'hui, on a des outils de construction de portefeuille qui savent faire la part des choses et qui sont capables d'intégrer dans un portefeuille plus large, évidemment, une part d'actifs alternatifs, certes avec des contraintes de liquidité, mais qui sont très diversifiantes par leur rendement et leur capacité de générer de la vraie valeur à long terme. Et moi, je pense que ça, c'est un phénomène qui va demeurer. On l'épouse dans la mesure où on a fait un partenariat notamment avec Cristal, le groupe Cristal, qui est un des grands réseaux de conseillers en gestion de patrimoine et qui a créé un fonds, un véhicule d'investissement qui est ouvert aux particuliers pour investir dans les fonds Astorg. Et donc, à quelque part, oui, on contribue à ce phénomène de démocratisation, mais je pense que c'est le reflet... C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, puis c'est aussi être à l'écoute de ce que le régulateur nous demande comme acteur dans les marchés financiers.
Merci beaucoup Jean Raby d'être venu nous voir pour évoquer le private equity et Astorg en particulier. Vous êtes partenaire en charge du développement d'Astorg aujourd'hui. Jean Raby qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.